m'avez fait beaucoup d'honneur en m'invitant ici. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur parce que, après avoir vu défiler toutes ces têtes savantes, je me dis que je ne suis qu'un pauvre petit ancien étudiant en droit qui a passé sa licence au Panthéon-Sorbonne en 3 ans. Les études étaient très faciles et il suffisait de 15 jours d'attention et de travail pour passer une licence en 3 ans. Et quand nous avions passé notre licence en 3 ans, nous passions le CAPA où on racontait qu'il y avait eu une fois un collé. Donc l'examen n'était pas très difficile et nous allions prêter le serment des avocats de l'époque, serment étrange, où nous jurions le plus grand respect aux lois, au gouvernement, aux bonnes mœurs, à l'ordre public, et nous engagions à ne jamais manquer de la plus grande révérence à l'égard des tribunaux, ce qui était quand même un curieux serment qui resta le serment des avocats jusqu'en 1982. Robert Badinter étant garde des Sceaux et Gisèle Halimi une éphémère parlementaire, où on a juré ce qui me paraît quand même d'une autre qualité d'accomplir nos fonctions avec dignité, indépendance, humanité et probité. Mais je suis là pour vous parler, mais c'est une vieille ficelle d'orateur. Je vais faire semblant de vous parler de vous, mais en réalité, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de parler de moi. Et c'est en parlant de moi que je vous parlerai peut-être de vous. Alors, vous venez d'avoir ces diplômes et vous allez partir l'écharpe au cou. On vous a donné, si j'ai bien compris, un satisfecit. J'aime cet hommage au latin, tout en sachant quand même que c'est le latin de cuisine d'Alma Mater et qu'il nous revient d'Angleterre, avec d'ailleurs les termes de bachelor, de master. Ah, vous avez des masters. Mais c'est un gros problème, ça, évidemment. C'est quand même beaucoup mieux que la licence qui était déjà beaucoup moins bien qu'un bachelor. Mais le master, moi j'ai le souvenir, ceux qui viennent de l'avoir, juste avant les années 2000. À l'époque, on avait un peu changé les études de droit, les Sciences Po bougeaient, et on avait fait une maîtrise. Là, il fallait une maîtrise, il fallait 4 ans. Et puis après, il y avait des diplômes d'études supérieures, on a dit il faut faire quelque chose. Et le mot de master a commencé à venir d'Angleterre. Là, il y a des gens qui se sont initiés. Et nous avions un ministre de l'Éducation nationale, M. Allègre, vous savez, celui qui voulait dégraisser le mammouth, qui avait essayé de trouver une solution. L'Académie française s'y était mise. Et elle avait dit « pas question de master ». Et elle proposait 2 mots, maîtrise, qui existait déjà, mais qu'on pouvait étendre, ou magistère. Et devant cette situation, M. Allègre, qui était avant tout un scientifique, avait cette solution. Il dit, d'accord, on va appeler master, mais on va l'écrire M-A-S-T-A-I-R-E. Et je crois que cela a été fait. Il y a des gens qui ont des masters M-A-S-T-I-R-E. Je ne sais pas s'il vaut celui que vous venez d'avoir, mais ils existent. C'est Jacques Lang qui, revenant au ministère de l'Éducation nationale, a mis fin à cela et s'est rallié aux principes anglo-saxons. Alors, le problème, c'est que nous ne savions rien. Moi, j'ai fait des études en 3 ans. Allons, je vais vous dire la vérité. J'ai été beaucoup plus occupé par mes études à faire des études de vie, sans doute, dans les jardins du Luxembourg, dans la boulangerie avec salon de café qui jouxtait la faculté du Panthéon, et surtout, je vous l'avoue, à me battre physiquement contre les séides d'un individu extraordinaire qui était à l'époque le gourou de la faculté de droit et dont la carrière devait devenir exemplaire, Jean-Marie Le Pen. Il est vrai que nous avions aussi notre gourou,
qui est devenu mon ami à ce moment-là, mais nous avions notre gourou qui venait de Sciences Po, mais qui, pour parfaire sa formation intellectuelle, avait pensé que Sciences Po était un peu insuffisant et qui venait, en risque référence, à la faculté de droit pour apprendre quelque chose qu'il n'avait pas appris à Sciences Po. C'était Jean-Michel Rocard, notre gourou. Et là, bon, je dois dire, allons, disons-le, sur le plan de la bataille, il n'était pas terrible. Sur le plan de la raison, il était, comme sa carrière l'a démontré, extraordinaire. Et nous ne savions rien. Je vais me poser la question de savoir si vous savez quelque chose. Mais nous ne savions rien. Et moi, j'ai commencé, je voulais être avocat, j'ai commencé par me dire que j'avais été saut ruisseau pour gagner un peu ma vie chez un clerc, vous savez, chez un avoué, ou cette vieille survivance de la justice de l'Ancien Régime qui n'a été supprimée qu'en 1971. Et je suis rentré chez un avoué. On aurait dit un peu l'étude de Maître Deville dans Le Cousin Pons. Et il m'a dit, mon cher ami, vous allez me traiter des questions de baux commerciaux. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un bail commercial. Il m'a mis une pile de dossiers sur mon bureau, et là, j'ai compris que je ne savais rien. Je ne savais rien, alors j'ai commencé par acheter des petits précis, mais les petits précis ne m'apprenaient rien. Alors j'ai acheté les gros livres. Mais les petits précis m'avaient appris à lire les gros livres, et puis après, je suis rentré dans les Dassos. Et plus curieusement, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout inintéressant, ce droit. Pas du tout, qu'il ne suffisait pas d'une collection de lois qu'on apprend pour passer l'examen, que c'était passionnant. Et j'entendais tout à l'heure l'école de droit, et je sais ce que Christophe Jamin apporte à une pensée nouvelle du droit. Christophe Jamin, je vais le dénoncer tout de suite. Je vais le dénoncer parce qu'il a un titre dont il ne se vante pas à Sciences Po. Sciences Po n'aime pas tellement le bagou, n'est-ce pas? Bon. Mais il a été élu hier président de l'Association des anciens secrétaires de la conférence. Je tenais à le dire. Ce qui montre qu'il n'est pas seulement juriste, mais également orateur. Alors, petit à petit, comme ça, par le bas, j'ai appris le droit. Et puis j'ai appris à être avocat. C'est d'être avocat. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous veulent l'être. Certains feront des acquisitions-fusions. Je ne sais pas les faire, je l'avoue. Et si quelqu'un d'un peu fou vient me voir en me disant « je voudrais faire une acquisition-fusion », le seul service que je peux lui donner, c'est de lui donner un numéro de téléphone. Pour le reste, c'est vrai que je suis devenu avocat pénaliste. Là aussi, on croit tout savoir au début, et on ne sait rien. Est-ce que je sais encore? Est-ce que je sais? Petit à petit, j'ai découvert des choses. J'ai découvert que la parole n'était pas tout. J'ai découvert que le droit était fondamental et essentiel. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait autre chose. Combien de temps faut-il pour apprendre à défendre un homme qui a commis le pire, le plus effroyable? Combien de temps faut-il pour se dire de celui qui risque la peine de mort et regarder son cou, simplement son cou, et dire au juré, regardez son cou, que vous allez faire trancher? Combien faut-il de temps pour cela, pour comprendre ce que c'est que de parler d'un homme? Mais ce n'est rien de parler d'un homme. On peut en parler éternellement, mais on sait bien que nous parlons au juge. J'ai vu tout à l'heure que vous avez un certain nombre de magistrats, qu'ils sachent que j'ai déjà pour eux le plus grand respect et que je ne voudrais pas du tout les offusquer parce qu'il faut quand même savoir les devoirs que l'on a. Mais ceci étant, on parle à des gens, mais il faut qu'ils vous écoutent. À quoi sert donc de leur donner des leçons si on les ennuie? Alors il faut les intéresser.
Les intéressés, ce sont les ressorts de la rhétorique, bien sûr, le pathos, le logos et l'éthos, qu'il ne faut pas oublier. Mais les leçons de la rhétorique, vous pouvez les apprendre des heures et des heures. Ce n'est pas ça qui vous apprendra à parler des magistrats. Est-ce que c'est ça qu'il faut apprendre et ce qu'il faut savoir pour parler aux autres? Qu'est-ce que c'est qu'obtenir la conviction des gens devant lesquels on parle? Est-ce qu'il faut les engueuler? Est-ce qu'il faut s'adresser uniquement à leurs raisons? Est-ce qu'il faut... Comment faut-il faire? Il y a quelqu'un qui a donné la solution. C'est Socrate. Enfin, c'est Platon. C'est Socrate, dans un dialogue qui s'appelle Phèdre, que je vous conseille à tous de lire. En ce temps-là, les avocats écrivaient les discours. Et ceux qui, parmi vous, ont fait du grec, je ne sais pas s'il en existe encore, mais j'espère qu'il y en a quelques-uns, qui ont fait du grec à l'école, ont traduit les orateurs attiques, qui étaient les avocats qui écrivaient les discours que ceux qui comparaissaient devant l'Héliée, cet immense tribunal à 300 juges citoyens, devaient réciter. Je n'ai jamais su s'ils avaient le droit de les lire. Enfin, ils devaient les réciter en tout cas. Et il y avait un très grand avocat qui s'appelait Lysias, le plus grand d'Athènes, dont d'ailleurs Socrate ne voudra pas, il assurera sa défense lui-même, ce qui ne lui portera pas chance. Et ce Lysias, ce jeune Phèdre, qui manifestement séduisait un peu Socrate, vient avec ce discours admirable. Socrate n'a aucun mal à montrer que ce Lysias ne dit que des bêtises. Et là, il parle de cela. Il dit, mais à quoi ça sert de lire un discours? Si l'on veut convaincre les gens, il faut les aimer. Si on veut convaincre les gens, il faut que brusquement on établisse un lien qui est une sorte de lien affectif. Il appelle ça l'âme aussi. Et là j'ai compris, mais j'ai mis si longtemps à comprendre. Est-ce que je le sais? Mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir trouvé les moyens du discours. Ceux qui seront magistrats, ceux qui seront dans d'autres professions, et même les urbanistes, devront aussi savoir qu'il faut aimer ceux auxquels on parle. Mais l'avocat, que doit-il faire? Il faut convaincre, il faut être aimé de ceux qui écoutent. Et que faut-il leur dire? Et là, je reviens à l'essentiel. C'est qu'on ne peut pas se contenter de parler avec ce que l'on sait à ce moment, qu'il faut savoir des choses, qu'il faut étudier, qu'il faut connaître un certain nombre d'éléments. Tenez, je pense qu'un pénaliste ne peut pas bien plaider s'il n'a aucune notion de sociologie juridique. Je crois qu'il faut qu'un pénaliste, qui est un juriste, car bien entendu le droit pénal existe, mais lorsque la personne est coupable, quelquefois le droit s'estompe, ne provient plus que le problème de la peine. Comment faire, vous savez? Il y a un livre formidable d'un sociologue extraordinaire que vous connaissez quand même là tous, je pense, je l'espère au moins, qui est Émile Durkheim, qui, dans son livre sur les fonctions sociales, disait, on dit, pour parler de la peine justement, on dit qu'il ne faut pas faire souffrir le coupable pour le faire souffrir. Et là, il fait une allusion au vieux texte de Beccaria, la peine n'est pas faite pour faire souffrir un homme sensible. Il dit, c'est vrai, mais en même temps, nous trouvons juste qu'il souffre. Et voilà que quand on découvre un texte comme cela, on comprend qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, qu'il faut effectivement savoir que ceux devant lesquels l'on parle trouvent juste qu'ils souffrent. En même temps, cela jette aux orties les thèses imbéciles des positivistes de la fin du siècle, les Lombroso, Bon, ça permet... Et voilà que brusquement, on se met à réunir tout ce que l'on n'a pas appris quand on était étudiant. Alors, il faut faire de la sociologie. Le droit est flexible.
Oui, mais si Jean Carbonnier disait que le droit était flexible, il disait aujourd'hui qu'il fallait une sociologie sans rigueur. Et ça, cela me paraît essentiel. Alors voilà que j'arrive sur des terrains qui ne sont plus les miens. Mais j'arrive pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait pendant ces années difficiles où vous faisiez des devoirs, ce n'est pas de faire une dissertation comme on les fait à Sciences Po. C'était un sujet d'hilarité lorsque nous étions jeunes. Ce n'est pas de faire une dissertation en 3 parties, je ne sais plus combien vous les faites. Ce n'est pas ça. C'est de savoir l'essentiel des choses. Vous le savez. Et vous vous apercevrez de quoi? Vous allez vous apercevoir que vous savez tout, mais que vous ne savez rien. Mais que vous en savez assez pour apprendre ce qui est nécessaire, ce dont vous aurez l'usage. Vous avez tout à apprendre encore, mais ce que vous avez fait vous a appris à savoir apprendre. Voilà, vous allez partir dans la vie. Vous allez partir dans la vie, vous savez beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses. Il vous reste à apprendre pour réussir votre vie, à vous connaître vous-même.